Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons traiter le chapitre 5 de biologie. Donc dans cette vidéo nous allons discuter du cycle de vie du cheveu, de sa croissance, mais aussi de la diversité de cheveux dans le monde, car on n'a pas tous des cheveux bouclés et nous n'avons pas tous des cheveux lisses. Introduction, comprendre le cheveu. Le cheveu, c'est une structure biologique issue de la peau, il fait partie du système pilosébacé et joue plusieurs rôles importants. Notamment la protection du cuir chevelu et l'apparence esthétique, qui est assez important, parce que pour nous coiffeurs, il est important de le savoir pour adapter les soins que nous allons utiliser sur chaque cliente et mieux comprendre comment nourrir le cheveu. Mais on va aussi adapter les produits et les techniques utilisées sur le cheveu. Le cheveu, il possède un cycle de vie précis appelé le cycle pilaire. Ce cycle correspond en fait aux différentes étapes que subit le cheveu lors de sa formation jusqu'à sa chute. Et la durée de vie d'un cheveu, elle varie en fait en fonction de chacun. En moyenne, un cheveu vit entre 3 à 5 ans chez un homme et entre 4 à 7 ans chez une femme. Ce cycle pilaire, il est composé de 3 phases importantes. La phase anagène, la phase catagène et la phase télogène. Ces phases permettent le renouvellement constant du cheveu. Le cycle de vie du cheveu. La phase anagène, elle est reliée à la phase de croissance. C'est la phase la plus longue du cycle pilaire et pendant ce laps de temps, le bulbe du cheveu est très actif. Ce bulbe, il est relié à la papille dermique qui est très vascularisée avec du coup des vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux, ils apportent au follicule pileux les éléments nécessaires à la croissance du cheveu, comme l'oxygène et les nutriments. Dans la matrice, les cellules se développent rapidement grâce à un processus appelé mitose. Les nouvelles cellules formées poussent les anciennes vers le haut et c'est ce qui provoque l'allongement du cheveu, donc ça pousse. Au fur et à mesure qu'elles remontent vers la surface, ces cellules se remplissent de kératine, une protéine solide qui donne aux cheveux sa résistance et sa rigidité. Cette phase en fait elle peut durer entre 3 et 7 ans selon du coup les personnes. Ensuite, c'est au tour de la phase catagène, donc une phase de transition qui se situe entre la croissance du cheveu et la phase de repos du cheveu qui est donc la chute du cheveu. Cette phase est assez courte, elle dure 3 semaines, et sur ces 3 semaines, l'activité du follicule pileux diminue progressivement. La multiplication des cellules de la matrice s'arrête et la croissance du cheveu cesse. Le follicule pileux y se rétracte et le bulbe se détache de la papille dermique. Le cheveu n'est alors plus alimenté par les vaisseaux sanguins et cette étape correspond à une phase de transition entre la croissance et la phase de repos, comme on l'a dit. On passe ensuite à cette phase télogène qui est bien sûr la phase de repos, donc la chute du cheveu. La phase télogène est la dernière étape du cycle pilaire. Elle dure généralement entre 3 et 4 mois. Pendant cette phase, le cheveu reste attaché au follicule, mais le cheveu ne pousse plus. Comme il n'est plus nourri par la circulation sanguine, il finit par mourir. Un nouveau cheveu commence alors à se former dans le follicule pileux. En poussant, ce nouveau cheveu repousse l'ancien cheveu, l'emmenant vers sa chute. Petite information pour vous, il est normal de perdre entre 50 et 100 cheveux par jour parce qu'en fait, votre cheveu, du coup, comme on l'a vu, il se renouvelle constamment. 3. Les facteurs qui influencent la croissance des cheveux. Je pense que ça vous est déjà arrivé un jour de regarder votre brosse et de vous dire « Oula, là je perds un peu plus de cheveux que d'habitude ». Et vous vous questionnez « Mais pourquoi ?» Et en fait, il faut savoir qu'il y a différents facteurs à la croissance du cheveu, sa qualité et la chute du cheveu. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a les facteurs hormonaux. Les hormones sont produites par les glandes endocrines et elles circulent dans le sang. Elles se fixent ensuite sur certaines cellules du follicule pileux et modifient leurs activités. Les hormones masculines, appelées androgènes, stimulent la pousse des poils sur le corps. Cependant, chez certaines personnes, elles peuvent provoquer la calvitie. Et oui, la fameuse. Les follicules pileux deviennent alors plus sensibles à ces hormones et produisent des cheveux de plus en plus fins et courts. Les hormones féminines, comme l'œstrogène et la progestérone, ont généralement un effet protecteur sur les cheveux. Elles prolongent la phase de croissance et ralentissent la chute des cheveux. Ensuite, on a bien sûr les facteurs génétiques. Et oui, la génétique nous suivra sur plein de domaines, et ça ne bouge pas. Donc la génétique, elle va jouer un rôle important sur les caractéristiques du cheveu. Les gènes transmis par les parents déterminent notamment la couleur des cheveux, leur épaisseur, leur forme et leur densité. Et c'est pour cette raison que la chevelure d'une personne varie d'une personne à une autre. Et justement, nous allons voir les différents types de cheveux dans le monde afin de mieux comprendre ce changement de type de cheveux d'une personne à une autre et surtout comprendre les différentes formes et comment on les appelle.
Les scientifiques ont observé que la forme et les caractéristiques des cheveux peuvent varier selon les populations du monde. On distingue généralement 3 grands types de cheveux. Chaque type possède des caractéristiques particulières concernant la forme du cheveu, sa texture et sa résistance. Ces différences expliquent pourquoi les cheveux réagissent différemment aux traitements physiques ou chimiques, comme les colorations, les défrisages, les lissages ou les permanentes. Elle explique également pourquoi certains types de cheveux nécessitent des soins spécifiques. Cependant, il est important de comprendre qu'il existe aussi de nombreuses variations individuelles au sein de chaque groupe. On va commencer par le premier type de cheveux qui est le cheveu mongoloïde, appelé cheveux asiatique. Les cheveux mongoloïdes, que l'on trouve principalement chez les populations asiatiques, sont généralement noirs, épais et très raides. Ils sont souvent très résistants et poussent de manière très régulière. La coupe transversale du cheveu mongoloïde est circulaire, ce qui explique sa forme naturellement droite. Ce type de cheveux est souvent plus dense et peut être parfois difficile à onduler ou à friser. Ensuite, on a les cheveux caucasiens, donc les cheveux dits européens. Les cheveux caucasiens, présents chez les populations européennes, sont les plus variés en termes d'apparence. Ils peuvent être raides, ondulés ou frisés. La couleur des cheveux peut également énormément varier, allant du noir au blond très clair, en passant par différentes nuances de brun et de roux. La coupe transversale du cheveu caucasien est généralement ovale, ce qui explique la grande diversité des formes capillaires. Ensuite, on a le cheveu négroïde, qui est un cheveu dit africain. Les cheveux négroïdes, que l'on retrouve principalement chez les populations africaines, sont généralement crépus et très bouclés. Ils sont souvent plus secs et plus fragiles, car le sébum a plus de difficultés à se répartir le long de la fibre capillaire. La coupe transversale du cheveu négroïde est aplatie, ce qui explique sa forme très frisée. Ce type de cheveux peut être plus sensible aux agressions physiques et chimiques, et nécessite souvent des soins hydratants et nourrissants spécifiques. Alors, j'aimerais rajouter un petit point par rapport à ça. En fait, il faut se dire, on se demande souvent pourquoi un cheveu lisse va graisser plus vite qu'un cheveu bouclé ou frisé. C'est simple, c'est vraiment dû à la forme du cheveu. Le sébum, sur un cheveu lisse, il va tout simplement glisser. Il va se répartir très facilement. Sur un cheveu bouclé ou crépus, lorsqu'on a une forme de boucle très serrée ou même un peu plus lâche, le sébum a quand même un parcours un peu plus compliqué pour se répartir sur toute la chevelure. En fait, c'est vraiment dû à la forme et c'est pour ça que nous, personnes qui ayons les cheveux bouclés et crépus, notre cheveu est tout le temps asséché sur les longueurs. On peut avoir des racines grasses, mais nos longueurs vont rester secs. Et c'est pour ça qu'en fait, on a besoin de plus d'entretien sur nos cheveux. Au niveau des masques, avoir des masques qui vont mieux nourrir nos cheveux. Et c'est dû à ça, en fait, voilà. Maintenant, nous allons voir le troisième facteur, maintenant qu'on a parlé, en fait, du facteur génétique et des types de cheveux, nous allons voir le facteur nutritionnel. L'alimentation influence également la santé des cheveux. Les cellules du follicule pileux ont besoin de nutriments pour produire de la kératine. Les éléments les plus importants sont les protéines, les vitamines, le fer et certains acides aminés. Une alimentation déséquilibrée ou même des carences peuvent provoquer une certaine perte de cheveux au niveau de la masse. Avant de passer à la partie 4, je tenais à vous dire que je suis très fière de vous. Je sais que c'est pas facile tous les jours de devoir réviser vos cours et surtout, j'imagine, ça doit être difficile aussi quand c'est à l'approche des examens. Bon, là on est en août, donc normalement vous avez déjà passé vos examens, mais je parle plutôt pour les personnes qui vont le regarder pendant l'examen. Je crois en vous et le CAP vous allez l'avoir les doigts dans le nez facilement, il n'y a aucun souci. Moi j'ai pas tant que ça révisé, je suis pas très scolaire et pourtant on y arrive, je l'ai eu donc vous pouvez l'avoir. Partie 4, les gaines épithéliales du cheveu. Les gaines épithéliales sont des couches de cellules qui entourent la racine du cheveu. Elles ont pour rôle de protéger et de soutenir le développement du follicule pileux. On distingue 2 types de gaines, les gaines épithéliales externes. La gaine externe entoure la racine du cheveu et est en contact direct avec la peau. Elle joue un rôle de protection et de soutien pour le follicule pileux. Elle aide également à guider le cheveu vers l'extérieur lorsqu'il pousse. Ensuite, nous avons la gaine épithéliale interne. La gaine interne est située plus près de la tige capillaire. Elle entoure directement le cheveu et contribue à maintenir sa forme pendant sa croissance.
Cette gaine disparaît progressivement lorsque le cheveu atteint la surface de la peau. Partie 5, nous allons voir quelques chiffres importants sur les cheveux. Donc la chevelure humaine, elle possède certaines caractéristiques mesurables. Une personne possède en moyenne entre 120 000 et 150 000 cheveux sur le cuir chevelu. La densité capillaire est d'environ 250 cheveux par centimètre carré, même si ce chiffre il peut varier selon les zones qu'il y a sur le crâne. Les cheveux poussent en moyenne d'1 centimètre par mois, soit 12 cm par an. Bien sûr, le cheveu il peut pousser jusqu'à 2 cm il me semble par mois, si on a de la chance. Après, il y a des gens qui rajoutent les compléments alimentaires, etc. Ça c'est hors sujet, c'est encore autre chose. Un cheveu peut supporter un poids d'environ 100 grammes, ce qui montre quand même sa grande résistance. Un cheveu en bonne santé peut également absorber environ 30% de son poids en eau. Conclusion, le cheveu est une structure biologique complexe dont la croissance dépend d'un cycle précis appelé cycle pilaire. Ce cycle comprend 3 phases, la phase anagène, la phase catagène et la phase télogène. La croissance et la qualité des cheveux sont influencées par plusieurs facteurs, notamment les hormones, la génétique et l'alimentation. La structure du follicule pileux et les gaines épithéliales jouent également un rôle essentiel dans la formation et la protection du cheveu. Pour les professionnels de la coiffure, comprendre ces mécanismes permet de mieux analyser l'état des cheveux et d'adapter les soins capillaires aux besoins de chaque personne. Ce chapitre 5 est terminé. Alors j'ai beaucoup lu ma petite tablette pour ce chapitre 5 parce que j'avais écrit ce chapitre il y a plusieurs mois et du coup je me rappelais plus trop de ce que j'avais écrit vu que ça fait un petit moment. Et je reprends tout juste les vidéos, j'essaye de faire vraiment à mon rythme, parce que je me dis ça doit rester un plaisir et non une obligation. Et du coup je suis assez contente, j'espère que ça vous a plu, j'essayerai de poster ensuite le chapitre 6, je vous promets rien, je ne sais pas quand, mais au bout d'un moment j'aurai terminé cette série de chapitres de biologie pour les CAP. Donc voilà, c'est terminé. Au revoir, et on se voit du coup au prochain chapitre, bisous.